Le prendre soin global s'inscrit dans une idée d'accompagner de la meilleure des manières la fin de vie, mais concrètement, comment cela se met-il en place et quelles sont les valeurs qui le caractérisent ? La personne malade, elle est touchée dans la globalité de son identité. Et en fait, notre identité, elle est constituée bien sûr de notre corps, mais aussi de notre psychisme, de notre histoire de relations et de place dans notre société, du sens qu'on donne à notre vie, de notre histoire bien sûr, peut-être de nos croyances. Et forcément, quand la maladie survient, et ça c'est même avant les soins palliatifs, mais encore plus à la fin de la vie, elle touche toutes les dimensions de la personne. Et l'enjeu, c'est toujours de retrouver un équilibre pour retrouver son identité, rester une personne jusqu'à la fin. Et évidemment, ça nécessite toujours en premier lieu les soins au corps. Dans les soins au corps, effectivement, il y a des soins médicaux, dans l'adaptation des traitements pour ne pas souffrir. On va parler des traitements contre la douleur, par exemple. Il y a tous les autres soins au corps qui permettent que le corps reste confortable et qu'on puisse retrouver un petit peu son identité. Et puis, évidemment, il y a toute l'attention et le souci aux autres dimensions de la souffrance. Donc, effectivement, la souffrance qu'on appelle sociale, c'est dans la relation aux autres. Quand on a perdu la place qu'on occupait dans la famille ou dans la société ou au travail, ça nécessite un accompagnement, évidemment. Quand le corps est touché, tout le psychisme est touché. Tout est en équilibre. Donc, s'il y a une dimension qui est touchée, les autres sont déséquilibrés. Alors, les valeurs, nous avons eu l'occasion de les retravailler, en tout cas de les redécouvrir avec le projet associatif que nous avons établi entre 2023 et 2024. Et nous avons décidé d'avoir un format de valeurs assez ramassé et si possible singulier. Avec d'une part le respect de la personne humaine, le respect de la dignité de la personne humaine dans toutes ses composantes, corps, âme, esprit, bien sûr. Nous avons l'engagement. Alors l'engagement tel que je le décris, c'est pas quelque chose d'original parce qu'on peut le trouver un petit peu partout ailleurs. Pour autant, quand je parle d'engagement, ça veut dire c'est l'idée que bien souvent nos personnels mettent beaucoup de leur cœur et de leur personne dans leur action quotidienne. Quand vous les embauchez, elles le savent, elles connaissent ces valeurs. Vous essayez de bien les mettre en exergue. Alors, on peut penser que bien souvent, les personnes qui convergent vers ces métiers-là portent déjà ça en elles. Oui. Cependant, il est de toute façon utile de le rappeler en leur disant que si vous venez de travailler ici, ça n'est pas tout à fait fortuit et à plus forte raison au sein de l'association Féronvro. Ensuite, il y a la notion de confiance et de subsidiarité. Faire confiance, on voit à peu près ce que c'est. La subsidiarité, elle s'applique tant à nos salariés qu'à nos résidents, c'est-à-dire, pour résumer Maria Montessori, qui est une méthode que nous utilisons aussi dans nos établissements, c'est « ne fais pas à ma place ». J'avais vu que vous essayez aussi de rendre les personnes âgées les plus autonomes possible, le plus longtemps possible. C'est aussi ça la subsidiarité. C'est ça, le pari, c'est de s'appuyer sur les capacités préservées des résidents. Et il y en a toujours, on en trouve toujours. Donc la dernière valeur que je peux évoquer, et je serai là complet, c'est celle de solidarité fraternelle. Solidarité. Ça signifie ça, la solidarité? Alors solidarité parce que nous faisons partie d'un ensemble, et fraternelle, c'est peut-être la touche un petit peu subtile, en tout cas singulière, qui vient nous distinguer de nos collègues du secteur, c'est-à-dire que nous devons prendre en soin les personnes qui nous sont confiées, les plus fragiles, et nous le faisons avec ce que nous sommes, et en ayant l'idée que nous sommes des communautés, des petites sociétés humaines dans nos établissements, et que nous considérons les personnes qui nous sont confiées comme des frères et comme des sœurs. Il y a donc bien entendu les personnes âgées qui sont dans vos établissements, en perte de leur autonomie la plupart du temps. Il y a les soignants, il y a les personnels qui sont là, mais il y a également les familles qui accompagnent d'une certaine façon. Il y a des bénévoles également dans l'ensemble du fonctionnement. Effectivement, j'ai évoqué la notion de communauté, de société humaine. Et bien la réalité, c'est que, vous l'avez dit, il y a les résidents, les soignants, les personnes qui s'occupent plus largement des personnes qui nous sont confiées. Vous avez beaucoup de bénévoles, effectivement, qui interviennent dans nos établissements. Ce sont des bénévoles qui viennent du monde associatif, qui viennent, pour certains. Pour la plupart qui viennent du monde associatif, en effet. Et vous avez le rôle des familles qui est très important au sein des structures. Alors, il se trouve qu'il y a quand même des résidents qui sont seuls, vraiment seuls. Mais néanmoins, la grosse majorité de ces personnes
sont visités par leur famille, par leurs amis, par leurs enfants, petits-enfants. Et une des caractéristiques aussi de Ferronvro, parce que l'association est adossée à l'Université catholique de Lille, c'est la présence des étudiants. Au rang des bénévoles, mais pas que, puisqu'ils peuvent aussi intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle le service learning, c'est-à-dire apprendre par le service. Nous avons de nombreux étudiants qui interviennent dans nos structures. De toute discipline, de toute origine. Exactement. Depuis les écoles de commerce jusqu'aux facultés en lien avec la médecine et associées. La santé. Exactement. Je vais partir de mon expérience personnelle de cheminement pendant 12 ans avec des personnels d'unités de soins palliatifs. C'était une expérience bouleversante d'ailleurs, où j'ai vu justement cet accompagnement corps, âme, esprit en complémentarité des services rendus par les uns et les autres. Bien sûr, le corps médical essaye de soulager la douleur, en particulier physique. On n'est plus dans la toute-puissance ici, puisqu'on sait que c'est la fin de vie. Voilà, douleur physique. Mais aussi le lien avec l'accompagnement psychique, si important, avec une interaction entre les deux, la souffrance psychique en particulier que la fin de vie et une maladie peut déclencher, et puis l'accompagnement spirituel. Et nous avons essayé de travailler en harmonie ces 3 types d'accompagnement. Et je suis témoin que lorsque ces 3 types d'accompagnement sont vraiment menés de concert, avec évidemment une responsabilité première des médecins, eh bien quelque chose se produit pour les personnes accompagnées, et c'est pas pour rien d'ailleurs que la très grande majorité des personnes qui demandaient l'euthanasie ne la demandent plus une fois entrées dans une unité de soins palliatifs. C'est pas pour rien, c'est pas que leur état se soit amélioré au sens physique du terme, mais ils sont accompagnés jusqu'au bout. Quel regard d'universitaires, de chrétiens, d'éthiciens, vous portez sur les 2 lois qui sont en discussion actuellement? Elles sont très différentes quand même, enfin elles sont complémentaires. Il y a une loi d'abord sur les soins palliatifs. Est-ce que vous estimez que c'est une loi qui porte beaucoup de choses? Et la deuxième loi dont on parlera, c'est la loi sur la fin de vie, proprement dit, et l'accompagnement de la fin de vie. Sur les soins palliatifs d'abord. La loi sur les soins palliatifs nous paraît essentielle. Bien sûr, développer la possibilité d'accès, c'est d'ailleurs normalement ce qui est déjà prévu dans la loi, mais dans la réalité c'est bien plus difficile, d'accès à cet accompagnement si fort de fin de vie. Et prendre soin de la fin de vie, c'est prendre soin de toute la vie en fait. Prendre soin des plus démunis en fin de vie, ça dit quelque chose d'une société et dans sa manière de prendre soin à tous les âges de la vie. Et peut-être est-ce assez contradictoire de mener cette recherche qui est magnifique avec cette loi sur la fin de vie qui a l'air de penser la dignité de la personne humaine en termes très relatifs. Est-ce qu'une vie n'est plus digne d'être vécue? C'est pas si simple de le voir. Donc, il me semble que, comme éthicien, on peut se dire, mais faisons tout, mais vraiment tout, pour que les personnes n'aient pas à demander l'euthanasie, le suicide assisté en fin de vie. Et je ne suis pas sûr que, tel que les débats sont engagés aujourd'hui, qu'on aille dans ce sens-là. J'ai plutôt l'impression qu'on aille dans le sens inverse.